Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le rétablissement des relations diplomatiques entre le Kenya et la Somalie. Le 8 août, le ministre somalien des Affaires étrangères, Mohamed Abdirizak, s'est entretenu avec son homologue kenyan, Rachel Omamo. La lutte contre le terrorisme faisait partie de leurs échanges. Deuil national au Mali, après les attaques simultanées dans la région de Gao. Ces offensives imputées aux djihadistes ont causé la mort d'au moins 50 civils, un bilan auquel s'ajoutent également des dommages matériels. Et puis l'ouverture du 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Patrick Achi. Les détails à suivre dans ce journal. Après plusieurs mois de tensions, l'heure semble être à l'entente entre le Kenya et la Somalie. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Rachel Omamo et Mohamed Abdirizak, se sont rencontrés le 8 août à Mogadiscio. Au cœur de leur discussion, la consolidation de leurs relations bilatérales sur le plan sécuritaire, commercial et diplomatique. Mildred Diamou. Amélioration des relations bilatérales entre le Kenya et la Somalie, au thème d'une réunion tenue le 8 août 2021 entre la ministre kenyane des Affaires étrangères Rachel Omamo et son homologue somalien Mohamed Abdirizak à Mogadiscio. Les deux pays ont convenu de consolider la coopération sur les plans sécuritaires, diplomatiques et commerciaux. Jusqu'en 1991, année du départ du président Siad Barre en Somalie, le Kenya était le principal partenaire de ce pays. Il est donc évident aujourd'hui que le rapprochement entre les deux États, notamment la Somalie et le Kenya, pourrait davantage alors améliorer la stabilisation de cette zone qui est la Corne de l'Afrique et qui est restée pendant longtemps, plus de 3 décennies, dans une instabilité chronique en tant que telle. Le Kenya vise aujourd'hui un poste au Conseil de sécurité en tant que leader de la zone Afrique de l'Est, comparativement à l'Afrique du Sud, en Afrique australe. Donc le Kenya a donc besoin, au lieu de faire la paix avec ses voisins, si le Kenya veut être une puissance diplomatique dans la région. Et un tel approchement peut se justifier par rapport à cela. Dans le détail, les responsables se sont accordés sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab ainsi que la résolution définitive des différends diplomatiques qui existent entre les deux pays. Ils ont également discuté de la levée de l'interdiction sur l'importation du khat, largement commercialisé dans les deux pays. L'autre réalité, lorsqu'on prend en compte les différents attentats en 1998, notamment à Mombasa, et les attaques perpétrées contre l'ambassade des États-Unis à Nairobi, les enquêtes ont révélé que beaucoup de terroristes inculpés étaient essentiellement des Somaliens. Donc le Kenya va à l'évidence que sa sécurité nationale dépend également de la paix avec la Somalie. Donc il est donc évident que de tels rapprochements prennent en compte à la fois des enjeux géopolitiques, diplomatiques et même économiques. La Somalie reste un pays qui est en pleine construction dans le cadre d'une transition démocratique, alors que le Kenya a une économie très développée. Avec de tels accords de rapprochement entre ces deux États, il est évident que la Somalie sera le prochain débouché pour les entreprises kenyanes qui de plus en plus sont compétitives, mais qui restent contrariées par le manque de débouchés en raison notamment des difficultés économiques au plan interne. Le Premier ministre somalien Mohamed Roble devait effectuer ce 10 août une visite au Kenya pour signer un accord qui devrait ouvrir le marché somalien aux exportations de khat du Kenya. Alors que le Kenya et la Somalie veulent réunir davantage des parties prenantes des deux côtés pour aplanir leurs relations, les émissaires de Mogadiscio et de Nairobi ont repris le travail après la fermeture de leur bureau suite aux différends diplomatiques. Le Mali, de nouveau le théâtre d'une attaque meurtrière. Au moins 51 civils sont morts lors d'offensives simultanées perpétrées le 8 août par des djihadistes présumés. Les assaillants venus à moto ont pris pour cible plusieurs localités de la région de Gao, située au nord-est du pays. En hommage aux victimes, un deuil national de 72 heures a été décrété. Plus de précisions dans ce sujet de la rédaction. Au Mali, la région de Gao a été le théâtre d'une nouvelle attaque djihadiste qui a coûté la vie à une cinquantaine de civils. L'attaque a eu lieu dans la nuit du dimanche 8 août. Les localités ciblées, Karou, Ouattaguna et Daoutegeft, sont situées sur un axe au nord à la frontière nigérienne.
Des maisons ont également été saccagées et incendiées et du bétail emporté. Cette attaque n'a pas été officiellement revendiquée, mais le mode opératoire déjà de cette attaque nous fait penser déjà à l'État islamique dans le Sahel. Il est donc important aujourd'hui pour les autorités, notamment des États du Sahel, qui sont confrontés à la menace djihadiste, de pouvoir renforcer notamment le renseignement. Si nous optons notamment dans le cadre d'une approche préventive, nous pouvons alors notamment empêcher tous ces massacres de ces vies innocentes en tant que telles. Par ailleurs, il va falloir améliorer notamment la lutte contre la radicalisation, car il ne peut pas avoir réellement une stratégie stable tant que ces régions baignent notamment dans la pauvreté. Selon un responsable de l'armée malienne, un détachement militaire a été dépêché sur place pour porter secours aux populations victimes de l'attaque. Notons que la région de Gao, comme une partie du nord du Mali, a été largement coupée des réseaux ces derniers jours à cause d'attaques attribuées aux djihadistes contre les infrastructures de télécommunications. À travers ce mode opératoire, nous constatons qu'en réalité, ces groupuscules terroristes, ce sont des bandes transfrontalières qui sont des part et d'autre de la frontière entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et le Niger. Et il est donc important aujourd'hui pour les différents États du G5 Sahel de revoir l'architecture de coopération militaire en termes de renseignement. Car nous avons un vieux modèle de coopération basé sur une architecture juridique qui date du début des années 60. Comment comprendre alors que ces États du G5 Sahel ont une coopération militaire renforcée avec la France, alors qu'entre États voisins, on ne se parle même pas, on coopère moins, on échange moins de renseignements. Donc voilà autant de leçons qu'il va falloir tirer de ces attaques et de ces barbaries qui malheureusement emportent des vies innocentes dans une zone de plus en plus contrariée par la pauvreté. Rappelons que malgré la présence des forces onusiennes, françaises et étrangères, le Mali est victime d'attaques terroristes depuis 2012. Notons que le même jour, au Burkina Faso voisin, 12 soldats burkinabés ont été tués dans une embuscade. Dans l'actualité également, une interdiction de voyage est mise à l'encontre de 12 personnes en Tunisie. Une mesure prise ce lundi par le ministère public auprès du pôle judiciaire économique et financier. Ces personnes sont accusées de corruption. Il s'agit d'une affaire relative à des accords de transfert de phosphate. Parmi ces personnes figure l'ancien ministre de l'Industrie et des PME, Slim Ferriani, ainsi que le député Lofti Ali. Autre haut responsable mis en cause dans ce dossier, un ancien président directeur général de la compagnie des phosphates de Gafsa. En Algérie, les autorités entendent accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus. C'est dans cette optique que le président Abdelmadjid Tebboune a insisté lors d'un conseil des ministres sur la mise en service de l'usine de production locale du vaccin Sinovac. La production devrait être effective à partir du mois de septembre. Marie-Raphaël Antolo. Le 8 août 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'entrée en service de l'usine de production locale du vaccin sino-algérien. Cette opération, selon des autorités, permettra de fournir suffisamment de vaccins pour immuniser les populations contre le virus de Covid-19. La mesure s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une coopération entre le groupe Saïdel et la société pharmaceutique chinoise Sinovac pour la production du vaccin anti-Covid-19 dans le pays. Avec 44 millions d'habitants, l'Algérie est comme la locomotive sur le plan démographique au Maghreb. Et donc, ces exigences en question de santé sont grandes. Il y a donc nécessité de multiplier les initiatives pour avoir le vaccin. Jusqu'ici, l'Algérie n'a pas encore réussi à vacciner 10% de la population. Or, il lui faut vacciner au moins 20 millions de sa population pour atteindre l'immunité collective. Vous voyez donc, il y a la nécessité d'avoir des bonnes doses de vaccins. L'usine de production de vaccins, donc la mise en service, est primordiale pour l'exécutif et dotée d'une capacité de production de 2 millions de doses de vaccins par mois. De l'avis des autorités, sa mise en service vient en renforcement des efforts consentis par le ministère de l'Industrie pharmaceutique pour assurer la production et la disponibilité du vaccin anti-Covid-19 dans le pays. Avec l'arrivée des techniciens chinois, nous voyons visiblement que l'Algérie, d'ici quelques mois, va produire au moins 2 vaccins qui sont déjà homologués par l'OMS. Et ça, c'est une bonne nouvelle dans la lutte contre la Covid. C'est une bonne nouvelle dans l'immunisation des Africains contre la Covid-19. Il faut que les autres pays africains emboîtent le pas à l'Algérie.
D'après le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lofti Jamel Ben Bamed, le vaccin produit par Saïdal à Constantine reviendrait 45% moins cher qu'un vaccin importé actuellement. Rappelons que l'Algérie, tout comme la plupart des pays de l'Afrique du Nord, font actuellement face au très contagieux variant Delta. Les pays de la région représentent par ailleurs plus de 80% des nouveaux décès enregistrés de Covid-19. L'actualité, c'est aussi l'apparition du virus de Marburg en Guinée. Une information confirmée par les autorités ce lundi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la première fois qu'une infection à ce virus est détectée en Afrique de l'Ouest. Le premier cas a été identifié dans un village de la préfecture de Guékédou, situé au sud du pays. Il s'agit d'un homme décédé le 2 août dernier, selon l'OMS. Face à cette situation, le village en question a été placé en quarantaine. Selon le gouvernement, 155 cas contacts ont été identifiés. Considérée comme dangereuse, la maladie due au virus de Marburg provoque chez l'homme une fièvre hémorragique. Pour l'heure, l'OMS estime que la menace est élevée au niveau national et régional, mais faible à l'échelle internationale. Il s'est ouvert ce lundi. La Côte d'Ivoire abrite jusqu'au 27 août le 27e congrès de l'Union postale universelle. Organisé à Abidjan, l'événement est placé sous le thème « L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation ». Reportage de notre correspondant à Ménédji. Depuis ce lundi 9 août 2021, la Côte d'Ivoire accueille la cérémonie d'ouverture du 27e congrès de l'Union postale universelle. Pendant 3 semaines jusqu'au 27 août, les pays membres qui participent à cet événement abordent ensemble les questions de politique, de stratégie et de développement du secteur de la poste mondiale. À travers 10 plénières thématiques au menu, ce congrès met en évidence les enjeux pour l'Afrique et le monde et veut poser le diagnostic d'un secteur stratégique en difficulté dans plusieurs pays. Ce congrès nous donnera l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 2017-2020 de l'Union postale universelle et de définir ensemble, à travers un document que nos experts ont convenu d'appeler la stratégie postale d'Abidjan, notre stratégie sur la période 2021-2024 pour le développement des services postaux sur tous les continents. Ce congrès, qui se déroule dans un contexte particulier après 87 ans d'attente, servira de cadre d'échange afin de définir de commun accord les règles qui régiront pour les 4 prochaines années l'avenir de la poste mondiale. L'une des particularités de ce congrès sera qu'il sera l'occasion d'adopter des réformes qui ont été amorcées depuis plus de 40 ans. Nous aurons aussi l'occasion de faire le bilan du cycle précédent, d'échanger et de faire des propositions pertinentes sur les innovations et la transformation digitale du secteur postal et bien évidemment aider les pays membres de manière efficace sur l'inclusion numérique, sociale et le développement durable. Depuis sa création, l'Union postale universelle a organisé 26 congrès dans différents pays membres, dont un seul sur le continent africain, en Égypte en 1934. Cette 27e édition reste un événement historique que le continent célèbre sous le thème « Digitalisation des services postaux et développement du e-commerce ». Un mot de sport à présent avec le championnat d'Afrique de roller. Pour la 4e fois consécutive, le Bénin conserve son titre de champion. Le pays d'Afrique de l'Ouest est parvenu à s'imposer en remportant le plus grand nombre de médailles. Retour sur les temps forts de cette compétition avec notre correspondant Lefty Ounou. L'équipe nationale du Bénin de roller sport conserve son titre de champion d'Afrique de roller en speed skating et en inline freestyle. Pour la 4e fois consécutive, elle a remporté samedi 7 août 2021 le plus grand nombre d'épreuves et de médailles dans le cadre des compétitions continentales, à l'occasion notamment de la 4e édition de cette discipline. Je dois cette satisfaction au comité d'organisation, mais d'abord à M. le Président de la République et au ministre des Sports, qui ont beaucoup contribué à ce que tienne cette manifestation à Cotonou. C'est vrai que de ma position de président de la Confédération, je suis un Africain, je ne suis pas béninois, mais c'est une fierté quand même qu'un pays comme le Bénin puisse sortir la tête encore de l'eau pour une 4e fois. Bravo, c'est une confirmation du travail qui se fait au plan national. Et donc je dis bravo à tous ceux-là qui entraînent l'équipe béninoise. Je dis félicitations à eux tous. Voilà. Le Bénin a obtenu au total plus d'une vingtaine de médailles en or dans les épreuves de sprint et de fond. Pour le compte de la 4e journée,
L'équipe nationale a remporté 6 médailles en or au thème de 2 épreuves. Parmi les 13 nationalités représentées, les athlètes égyptiens et nigérians se sont tout de même également bien illustrés. On a tous fait de notre mieux. Le track, il est nouveau et on n'a pas ça en Égypte. Donc on n'était pas très habitués, mais l'équipe du Bénin a très bien joué. Et la compétition était très chaude. Jusqu'à maintenant, on a eu 38 médailles et plus. On a 5 athlètes, une fille, donc au nombre de 6. Oui, on a remporté, la fille en particulier a remporté 3 médailles déjà. Et un de nos seniors a apporté aussi 1 médaille en bronze. Ces championnats africains ont accueilli au total une centaine d'athlètes. Plusieurs observateurs ont félicité le dynamisme de la Fédération béninoise de roller, organisatrice de ces compétitions, dans un contexte de crise sanitaire. A noter que les performances des athlètes ont été relayées avec un chronométrage électronique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.